Fait de nous des artisans de la réconciliation. Le président congolais Félix Tshisekedi était au déjeuner national de prière aux États-Unis où il a été honoré par son homologue américain Donald Trump qui a demandé d'être ovationné. Cet homme qui est digne, un homme qui est en train d'abattre un travail incroyable. Ça, ce sont les mots de Donald Trump à l'égard du président Tshisekedi. Mesdames et messieurs, comment interpréter ce discours du président américain? Pour d'aucuns, c'est juste de la formalité, parce que c'est un monsieur qui vient piller le Congo. Pour d'autres, c'est vraiment de la reconnaissance, des points diplomatiques. On va analyser cela avec M. Fredy Mulumba qui est avec nous ici sur ce plateau. Corneille Nangaa a déclaré que finir la guerre dans la partie est du pays et même dans le pays, place maintenant au développement. Est-ce réellement la fin de la guerre? Comment concilier les propos de la réalité sur le terrain, parce qu'on apprend que les affrontements continuent toujours malgré la signature du cessez-le-feu à Doha et la vérification de cela par la MONUSCO soutenue par la conférence de la CIRGL. Mesdames et messieurs, on va également parler de ce discours de Paul Kagame en présence du corps diplomatique au Rwanda. Monsieur Kagame dit ceci: si nous étions au Congo, pour les richesses, les minerais, nous serions 100 fois plus riches. Donc, nous avons déployé les mesures défensives. Nous ne sommes pas au Congo. Il a dit cela. On va aussi revenir. Mais voici d'abord, on présente d'abord notre invité, M. Fredy Mulumba. Bonjour et merci beaucoup. Oui, salut Dan. L'opinion est habituée à vous suivre à chaque fois qu'il y a une grande question d'actualité qui touche le pays. Encore une fois, vous êtes avec nous pour pouvoir éclairer cette opinion qui est en train de nous suivre. Mais comment allez-vous vous-même d'abord? Oui, on tient debout, nous sommes debout pas couchés, comme disent les Camerounais. On est un peuple debout. Tout marche bien, je pense qu'on a l'espoir. L'espoir maintenant, M. Fredy Mulumba, vous êtes une personne qu'on écoute. On écoute beaucoup. Quand on publie votre émission, il y a beaucoup d'échos, beaucoup de retours, beaucoup de réactions. L'opinion certainement vous attend. Mais d'entrée des jeux, nous allons commencer par la grille des lectures. Qu'est-ce que vous avez prévu pour nos téléspectateurs? Oui, Dan, comme d'habitude, il faut un peu de... pas des théories comme telles, un peu d'actualité. Ce que j'ai appris, il faut transmettre à notre peuple, à notre élite. Aujourd'hui, nous sommes dans quelle situation? C'est pour que les gens comprennent pourquoi, malgré la signature entre les Rwandais et le Congo, sous tutelle de Trump, pourquoi les troupes ne sont pas encore retirées? Toutes rwandaises, mais ougandaises aussi, ils sont toujours là. En fait, c'est quoi? Nous sommes dans une situation où j'appelle, on connaît par tous les géopolitologues, compétition entre grandes puissances. C'est quoi? Compétition entre la Chine, l'Amérique et la Russie. Et comment se fait cette compétition? Ça peut donner que les résultats. Donc, on est dans la vision ou bien dans les conditions de retour des sphères d'influence. Et ce n'est pas la première fois. Quand on dit sphères d'influence, ce sont des zones géographiques sur lesquelles un État exerce un contrôle économique, militaire et politique sans nécessairement exercer des souverainetés formelles. En fait, ça donne l'avantage à ceux qui sont puissants. Donc, c'est le retour des rapports de force. Et ce n'est pas la première fois. Pour notre pays, nous sommes les produits de la conférence de Berlin de 1885. Ça signifie que cette conférence a été tenue par les grandes puissances de l'époque. Ils avaient 14. Ils se sont partagés les zones d'influence en Afrique. Mais pour le Congo, les grandes puissances se sont décidées de laisser le Congo un État neutre, libre. Donc, tout le monde qui peut venir faire les affaires, fait les affaires. État indépendant du Congo. État indépendant du Congo. C'était comme une entreprise en quelque sorte. Donc, nous sommes presque dans les mêmes conditions. 1885, donc 1884-85, conférence de Berlin, c'était pour se partager les sphères
d'influence fixée. Ça a été fixé pour 14 États, puissance dans les temps. Maintenant, nous sommes dans une deuxième phase, le retour des sphères d'influence. Cette fois-ci, ce ne sont pas les 14 puissances, nous avons 3 grandes puissances. La Chine, la Russie et l'Amérique, qui se partagent déjà l'Afrique. Zone d'influence en Afrique. Vous avez, par exemple, les Sahel, directement, vous avez la présence de la Russie. Vous avez la présence des Américains. Les troupes américaines sont déjà au Nigeria, donc avec l'Africom. Les Russes sont dans le Sahel avec les Mali, les Niger et le Burkina Faso. Ils sont présents. Ils se partagent déjà des zones d'influence. C'est le Congo qui pose problème. La Russie n'est pas présente au Congo. Parce que nous sommes un cas spécial par rapport aux autres. Quand vous regardez à travers toute l'Afrique, la plupart des États ont été des colonies dès le départ. Il y avait une tutelle étatique européenne, française, portugaise, tout comme espagnole, allemande et britannique. Sauf nous. Nous, on était un État indépendant. Donc, pour éviter que les grandes puissances s'affrontent, ils ont décidé que le Congo soit un État neutre. Donc, ça fait partie de notre ADN. Aujourd'hui, nous retournons à la sphère de l'influence, la sphère d'influence des grandes puissances. Mais maintenant, l'Europe n'existe presque pas. La Belgique, n'en parlons pas. La France est déjà chassée de l'Afrique. L'Europe n'existe pas, l'Amérique n'existe pas, la Belgique. Maintenant, quels sont les pays qui existent? Vous avez la Russie. Bon, la Russie n'est pas présente chez nous. Vous avez l'Amérique, vous avez la Chine qui s'est introduite. Mais en dehors de la Chine, vous avez des pays arabes. Donc on peut parler de puissances moyennes, en quelque sorte émergentes, qui veulent se tailler aussi la place. Mais vous avez aussi ce qu'on peut appeler les acteurs non étatiques, les globalistes. C'est là où notre situation devient très complexe. Donc, ça, c'est au niveau de sphère d'influence. Donc, il faut relever une chose ici. Tout ceci est lié à l'évolution de la technologie, qui est aussi lié, qui a des conséquences sur l'évolution du capitalisme. Il y a eu, quand l'Occident a maîtrisé la boussole, la poudre à canon, qu'encore l'écriture, ça a donné de la puissance, il s'est imposé l'Occident en tant que puissance. Ils ont essayé, donc de 1492, on peut prendre cette période, l'Europe a construit sa puissance. L'Europe, pas l'Union européenne, mais l'Europe. Ils ont fait d'abord l'esclavage, traite négrière, ils ont vendu les Noirs en Amérique. Et puis après, on a aboli l'esclavage, la traite négrière, il y a eu la colonisation, ils ont partagé l'Afrique. Maintenant, nous sommes dans la troisième étape où, pour avoir une certaine puissance, il faut avoir la maîtrise des technologies. Ça signifie qu'il faut innover, il faut avoir aussi le contrôle sur l'économie. C'est la nouvelle donne. Et à ce niveau-là, c'est l'Amérique et la Chine qui s'affrontent sur nous. Parce qu'ils ont besoin de matières premières, ce qu'on appelle les minéraux stratégiques et critiques pour leur industrie, pour leur technologie, comme ils sont en compétition. Donc, ce qui s'affrontent actuellement chez nous, c'est l'Amérique et la Chine. Mais n'oubliez pas, en dehors de l'Amérique, il y a l'Union européenne. Pour preuve, vous avez vu, Madame la présidente de l'Union européenne, si c'est vu ça, Ursula, avait signé un accord avec Kagame pour sécuriser leur chaîne d'approvisionnement de matières de minéraux stratégiques. Or, Kagame n'a pas de minerais. Donc, en fait, c'est quoi? On était dans le système capitaliste d'accumulation par des possessions. On vient, on fait des guerres, on occupe, on s'enrichit au détriment des autres.
parce que vous avez une forte armée. Maintenant, nous sommes dans une deuxième phase. Accumulation par la connaissance, par la technologie et par l'innovation. La Chine, tout comme quel pays ici, la Corée du Sud, n'ont pas fait de guerre. Ils n'ont occupé aucun pays. Mais la Chine est riche. Donc, la Chine est entrée dans la troisième phase du capitalisme, accumulation par les savoirs, par la technologie et l'innovation. Les Européens sont restés avec l'ancien modèle, les Occidentaux. Accumulation par des possessions. Donc, il faut faire des guerres, il faut s'imposer, il faut voler. Et c'est là où aussi, ils sont en conflit avec Trump. Trump dit non. Nous allons signer des accords avec le Congo pour faire les gagnants-gagnants. La Chine dit la même chose. Ça signifie qu'ils signent, au lieu de voler, hein, on fait les affaires, le Congo gagne et l'Amérique gagne. Mais ce qui est clair est que l'Amérique vient pour ses propres intérêts, America First. Voilà les conditions dans lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui. Et ça demande quoi? Il faut que nos élites congolaises fassent un effort d'apprendre, de lire. Lire l'histoire, lire la géopolitique, la géographie du Congo et de l'Afrique pour comprendre comment le monde fonctionne. Ce qui se passe ici, ceux qui font du bruit par-ci, par-là, un dialogue, on va en parler, ce sont des porteurs de masques. Comment ça? Ils défendent les intérêts des étrangers, du Rwanda, de l'Ouganda, des Occidentaux. Ils ne défendent pas les intérêts congolais. La seule personne aujourd'hui qui défend les intérêts du Congo, c'est Félix Tshisekedi. Et Mukwege qui dit qu'il faut d'abord chasser les Rwandais. Mais il a raison. Mukwege, il est de l'Est, il connaît ce qui se passe. Il connaît les réalités que beaucoup de politiciens ici ne connaissent pas, qui passent tout le temps à boire et à danser. Mukwege sur le terrain, quand il parle, c'est ce qu'il dit. Le discours de Mukwege n'est pas différent du discours du président Tshisekedi. C'est qu'on doit, il faut réfléchir. Le problème est que nous avons un déficit de la pensée. Et puis les gens sont très faibles. Ils aiment faire plaisir. Ils attendent que demain, qu'on partage les pouvoirs. Comme ça, ils peuvent chercher à manger et construire des maisons. Voilà le drame du Congo. De toute façon, ça fait partie de l'histoire de chaque peuple. Hein. Ça fait partie de l'histoire de chaque peuple. Monsieur Fanima, parlons-nous un peu de ces globalistes. Ouais. Comment eux vont justement faire pour qu'ils puissent aussi avoir ces richesses du Congo qui sont voulues qui sont aujourd'hui entre les mains de la Chine et des États-Unis, puisqu'ils ont signé des contrats avec le Congo. Eux n'ont pas jusque-là de... Comment ils vont faire pour... Mais il n'y a pas d'autre chose. C'est ce qu'on appelle la résistance au changement. Ils étaient habitués à prendre la matière première gratuitement. Ils viennent, ils mettent un petit dictateur, comme on a mis Kagame là, à aller tuer le Congo volé. Mais il y a une nouvelle donne. Et même quand ils pillent, ils volent, ils vendent à qui? À la Chine. Une partie aussi part en Amérique. Mais ce sont des entreprises anglo-saxonnes. Et quand vous regardez ces entreprises, ceux qui étaient à Berlin en 1885, c'est eux aussi qui étaient à la base de la guerre Lafdel, qui avait pour objectif de diviser le Congo en morceaux et les piller. Donc ils sont encore dans la logique d'accumulation par des possessions. Nous devons aller au Congo, mentir ces gens-là, tellement les Congolais sont des naïfs, ils ne comprennent rien. On va voler. Ceux qui vont résister, on va tuer. Voilà l'essence des guerres. Et ça fait partie de ce capitalisme occidental prédateur. Sans guerre, un capitalisme occidental ne peut pas émerger. Aujourd'hui, la Chine vient de montrer on peut connaître le développement du capitalisme sans faire de guerre. L'exemple est là. La Chine est tellement trop riche, il n'a pas fait de guerre. Il ne vole pas. Mais il fait les affaires. Mais si vous êtes naïf, il vous trompe, il vous vole un peu. Mais quand vous êtes intelligent, on ne peut pas vous voler. Donc, nous devons faire la guerre contre les globalistes. Nous faisons la guerre d'abord pour chasser ce qu'on voit, c'est les troupes rwandaises et ougandaises qui sont soutenues par les globalistes qui ont une vision de diviser notre pays en morceaux et de nous piller et de nous faire des esclaves. Il faut relire l'histoire. L'histoire de la traite négrière. Les documents sont là. Malheureusement, les enfants n'étudient pas. Il faut lire l'histoire de la colonisation et du colonialisme. Est-ce que vous trouvez normal qu'un pays riche comme le nôtre, une population appauvrie, est-ce normal? Ne fait que sur le plan philosophique. Voilà la faiblesse de l'élite, très faible sur le plan intellectuel. De s'interroger même sur le plan philosophique, comment on peut avoir les Katanga trop riches, vous partez de la population pauvre. Voilà la question de fond. Selon vous, c'est dû à quoi? L'élite. D'abord, il faut dire qu'il y a l'histoire.
Nous devons interroger notre histoire. Pourquoi on a été vaincu par l'Occident en 1450-492? C'est la question du départ. Pourquoi on a été vaincu? Pourquoi jusqu'à aujourd'hui nous sommes dominés? C'est comme ça un peuple qui a une vision à long terme se pose des questions. Quand vous prenez le cas des Chinois, le premier discours du président chinois Xi Jinping, quand il a pris le pouvoir en 2012-2013, il a dit l'histoire ne va plus se répéter. Il faut laver l'histoire, laver l'humiliation qu'on a faite aux Chinois. C'était laquelle? Ils étaient vaincus en 1840 par la guerre de l'opium. Et Xi Jinping a dit ça ne va plus se répéter. Et chaque enfant chinois est conscient. Vous venez chez vous, vous êtes occupés, on a tué 10 millions de Congolais, les enfants meurent de faim. Vous demandez aux gens d'aller négocier avec ces bandits. Mais il y a un problème chez nous. Est-ce que réellement on est des humains? Voilà les questions de fond. Et d'autres peuples, d'autres civilisations s'interrogent sur les peuples africains. Il y a beaucoup d'interrogations. Malheureusement, comme on n'a pas le sens de l'histoire, on trouve normal qu'on vive dans ces conditions. Parlons maintenant de la présence du président Tshisekedi à Washington, au national prière aux États-Unis, la prière nationale, le déjeuner national de prière. Il a été loué devant ses homologues du monde entier. Trump a loué le président Tshisekedi. Voici un homme. Je vous demande de l'applaudir. Les gens l'ont applaudi. Comment vous interprétez ça? Quelle signification il faut donner? Oui. Et d'abord, si Trump a fait cette déclaration, ce n'est pas par hasard. Et pourquoi? Il a parlé avec Tshisekedi et Félix. Quand vous parlez avec Félix, il ne mâche pas les mots. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Félix est très honnête. Il vous dit ce qu'il pense. Il n'a pas dit seulement à Trump. Tous les chefs d'État du monde qui étaient en contact avec le président Tshisekedi, il leur a dit des choses claires. Comment ils peuvent accepter Kagame, il tue des Congolais. Et eux les soutiennent. Et tout normal. La plupart des chefs d'État africains, du monde, sont gênés. Mais Trump est très honnête. Trump n'entre pas dans l'histoire diplomatique. Il a dit ce qu'il pensait. Ça signifie qu'il y a une certaine confiance entre lui et Tshisekedi. Mais ça signifie aussi que le Congo est de retour. L'Amérique, je dis l'État américain, se rend compte aujourd'hui que le Congo est plus important que le Rwanda et l'Ouganda. Donc on doit faire des affaires avec les Congos. C'est l'avenir. Le Rwanda, ce n'est pas l'avenir pour l'Amérique. L'Amérique ne gagne rien avec le Rwanda. Mais par contre, l'Amérique gagne avec le Congo, avec Tshisekedi à la tête, parce que Félix a eu des discussions avec Trump d'une manière claire. Jusqu'à présent, on ne sait pas ce qui s'est passé au bureau ovale, dans le bureau ovale, mais déjà on voit les gestes. La manière dont il pointe du doigt Kagame en présence de Trump, on voit la photo, on peut tout expliquer. Et ça a été chaud. Et quand ils sont partis pour signer, Félix a refusé de saluer Kagame. Ils ne se sont pas salués. Et autre élément, c'est le discours de Trump. Il a dit, ils ont passé beaucoup de temps au bureau ovale, ils ont discuté, il a appris beaucoup de choses qui font mal, mais ils vont se parler, ils vont s'aimer, ils vont se faire des câlins. Trump n'a pas mâché les mots, il a dit clairement ce qui s'est passé à l'intérieur. Donc, il s'est rendu compte. Kagame, c'est un menteur. Parce que Trump, avant de le recevoir, il y a un briefing, une note de service de renseignement. On lui briefe, on dit, il regarde ce qui se passe. Félix Tshisekedi regarde son caractère. Et Kagame regarde son caractère, regarde le problème rwandais et congolais. Où sont les divergences, où sont les convergences. Et puis ils le reçoivent. Donc Félix a dit la vérité à Trump. Pourquoi il n'y a pas de sanctions des États-Unis? Oui. C'est là où j'ai parlé de sphère d'influence. Pourquoi Trump a décidé? Et je me rappelle, il y a le Marco Rubio, qui est le secrétaire d'État américain, il a fait une déclaration demandant à ce que le Congrès, donc les parlementaires américains, essayent de réconcilier Félix et Kagame.
Ça, c'est le secrétaire d'État américain. Ça signifie qu'il y a un problème. Kagame a un grand soutien. Tous les bandits du monde, la mafia américaine, depuis Clinton, sont avec Kagame. Ils ont beaucoup investi. Leur projet, c'était faire le Rwanda comme le Singapour africain. Le Qatar, il a mis 1,4 milliard. Ça, c'est pour le raffinage de l'or. Et vous avez Qatar, il a fait l'aéroport, c'est 2 milliards. Maintenant, l'accord que Trump vient de signer avec le Congo, met tout, comment dirais-je, donc ça remet un peu en doute, ça met en doute maintenant tout le monde qui avait investi, parce que non seulement on va respecter la loi américaine, la loi congolaise, il faut tenir compte de la loi américaine, parce que les entreprises américaines viendront ici sous protection américaine, militaire, parce qu'on va signer des accords sur le plan militaire, mais aussi juridique, bien judiciaire, parce qu'il faut qu'il y ait la loi congolaise qu'on doit respecter, et puis la bonne gouvernance, mais aussi l'intégrité territoriale du Congo, il faut ça doit respecter. Et ça met mal à l'aise les intérêts des globalistes qui ont beaucoup investi à Kigali. Voilà les problèmes. Ça met mal à l'aise aussi la Chine, parce que tous les minéraux qui sortent, le coltan, qui sortent du Congo, passent par le Rwanda pour aller en Chine. Donc si l'Amérique vient, il met de l'ordre. Et ça, ils ont décidé. On va mettre de l'ordre dans les mines. Dans l'accord, c'est bien écrit. On met de l'ordre. Les mafieux vont perdre. Mais par contre, le peuple congolais va gagner. Comment? D'abord, ces minéraux, on les prenait gratuitement. Personne. Aujourd'hui, est-ce que vous savez celui qui prend les minéraux, qui touche l'argent, les minéraux vendus le coltan de Roubaï? Est-ce que vous connaissez? Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, M. Fodi Moulumba, malgré l'accord, malgré la volonté que tout cela peut se changer, les États-Unis ont accepté justement de venir investir au Congo dans le domaine minier. Mais les régions qui sont là sont des régions qui sont occupées par la FCM23 pour certains. Mais ils sont rebelles. L'Amérique, l'État américain a signé avec l'État congolais. On n'a pas signé avec les rebelles. Je ne sais pas si vous comprenez. Tout à fait. Mais le coltan, une partie du coltan, vous parlez du Rubaya, c'est une région qui est aujourd'hui entre les mains de la FCM23. Et le Rwanda, c'est le Rwanda qui est contre. Les rebelles n'existent pas. Comment ils vont faire? Comment ils vont faire? On va les. Parce que j'ai dit qu'on va les chasser. On va les chasser. Par qui? Par nous les Congolais ou par l'armée américaine? Il faut que vous mettiez en tête, nous sommes dans un processus de guerre de libération. Pour que le peuple congolais parvienne à vivre grâce à ces minéraux. Parce que pour le moment, le peuple congolais est victime et appauvri. Donc nous sommes dans cette guerre-là de libération. Ça peut prendre 5 ou 10 ans, on chassera tout le monde. Le peuple congolais va se libérer lui-même ou l'Amérique va se libérer? Je t'ai dit que le peuple congolais, l'Amérique peut aider. D'ailleurs, l'Amérique a déjà fait son travail. On nous a protégés. Vous faites quoi? Dans la danse, vous buvez? L'Amérique a fait quoi exactement, M. Fodi? Est-ce que l'opinion veut comprendre? Qu'est-ce que les Américains ont fait ou sont en train de faire? J'ai dit ceci, le problème c'est parce qu'on n'avait pas d'informations. Voilà, comme il y a beaucoup d'infiltrés ici, beaucoup de traîtres, voilà, on ne veut pas dire à notre peuple ce qui se passe réellement. La première chose à faire, c'était donner une bonne information d'abord au niveau de la RTNC, les médias publics. Dire la vérité à notre peuple, première chose. Deuxième niveau, un débat public, parce que tout le monde se bat pour le Congo, non? Oui. On demande un débat public entre ceux qui sont d'accord ou bien ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Oui. Comme ça, le peuple peut se faire une idée. Pourquoi il n'y a pas de débat à la télévision publique? Pourquoi on n'appelle pas les gens qui maîtrisent les dossiers, même ceux qui vont négocier, pour venir expliquer? Parce que le verre est dans les fruits. Comment ça? Parce que la plupart des gens qu'on a ici comme hommes politiques dépendent beaucoup plus des globalistes. Voilà pourquoi on ne veut pas parler du Congo. Ils sont complices. Ah bon, M. Fodi? Oui, ils sont complices, c'est ça le problème. Mais M. Fodi, maintenant, dites-nous, revenons un peu sur le discours du président. Il a parlé de la réconciliation, je vais lire un peu. Le président a parlé, nous voici en ta présence, nos vies pour la réconciliation entre les peuples et entre les nations, afin que règne la paix et la justice, la droiture et la liberté. Quand il parle de réconciliation entre les peuples et entre les nations, il fait allusion à quoi exactement?
Mais quand on dit réconciliation, on se réconcilie pourquoi? Parce qu'il y a des problèmes, non? C'est pas le dialogue, là? Non, c'est pas le dialogue. Vous ne comprenez pas le président. Parce que Le président n'est pas contre le dialogue. C'est pas normal. Il y a un problème chez les Congolais. Non, parce que vous êtes contre le dialogue. Moi, le dialogue tel qu'il est promis, c'est pas ça, pas un dialogue. Et c'est dangereux. On vous dit, allez négocier. Entre-temps, vous êtes occupés. Ces gens-là ont tué beaucoup de Congolais. Et sur lequel vous regardez. Donc ça signifie que notre classe politique n'est pas à la hauteur des enjeux. De toute façon, tout ce qui parle de dialogue là, ils portent des masques. Parce que si ces gens travaillent pour le Congo, la première chose, comme Moukwege l'a dit, on ne peut pas aller au dialogue tant que nos territoires sont occupés. C'est le discours du président. Quelle élite de qualité soutient ce discours-là? Je veux dire, juste une petite question. Mais nous avons négocié avec nous avons dialogué avec Kagame déjà. On n'a pas dialogué avec Kagame, on a signé un accord de paix avec Kagame, parce que Kagame est le patron. Et l'Amérique, parce que c'est pas ce qu'on se rend compte. Hein. Oui, mais l'Amérique, Trump était témoin. Ça va s'appliquer. Mais la résistance de Kagame, ça ne vient pas de lui. Mais comment vous répondez, comment vous comprenez cette arrogance de Kagame? Il dit à tous ceux qui me font pression, je préfère être attaqué par ces pressions que d'obtempérer à des pressions inutiles, que tous ces gens-là aillent en enfer. Ça, c'est Kagame qui le dit ouais, mais au corps diplomatique. Est-ce que Kagame est le premier à le dire? Vous l'avez dit, non? Contre les Américains. C'est la fin d'une époque. C'est fini pour lui. Kagame ne sert pas les intérêts américains. Quand il y a intérêt d'État, intérêt stratégique américain, il ne sert pas. Mais il sert les intérêts des mafieux, des globalistes, qui sont habitués à venir tuer et piller et amener, aller faire les affaires. C'est tout. Maintenant, l'Amérique, la véritable Amérique, des valeurs, a tourné le dos. Voilà le problème pour Kagame. Il peut raconter comme il peut raconter. C'est fini pour lui. C'est terminé. Maintenant, le problème, c'est l'infiltration qu'il a eu à travers le Congo. C'est le plus grand problème qu'on a. Alors, M. Fodi Moulumba, vous dites que le dialogue ne va pas apporter la solution. Oui. Mais déjà, les chefs d'État au niveau de la sous-région, le groupe des médiateurs a rencontré le président Lourenço, président de l'Union africaine en exercice. Il va bientôt commencer les consultations pour justement, dans quelle mesure, voir convoquer ou proposer ou annoncer, disons, proposer un dialogue au niveau national. On va dialoguer pourquoi? On va dialoguer pourquoi? Le président Tshisekedi est d'accord. J'ai dit ceci. Il a donné son aval aussi. Il a posé des conditions. Les consultations. Pour les consultations. Ok, il a posé des conditions. On va d'abord écartons Félix Tshisekedi. Pourquoi on va dialoguer? C'est la question que les Congolais devraient se poser. On va dialoguer pour quelle raison? C'est pourquoi, c'est là qu'il faut faire une belle analyse. Dès la guerre de 1977-97, l'AFDEL, il y avait un objectif à atteindre. Après 30 ans, c'était la balkanisation du Congo. Les cartes circulaient. Dès 1997. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont dans cette vision. Ils changent seulement de stratégie. Ils tirent en longueur. On mène une guerre d'usure jusqu'à nous faire fatiguer. Comme il n'y a pas d'issue, accepter le dialogue. Il y a un article écrit par un chercheur, journaliste américain. Il s'appelle Andrew Klobiko. C'est publié le 20 décembre 2025. Un journaliste américain. Oui, c'est un Américain d'origine russe, mais proche de Kremlin. Les États-Unis pourraient privilégier une balkanisation pacifique du Congo. Ce n'est pas par hasard que Nanga vous dit que la guerre est terminée. On est dans une illusion. Leur objectif, c'est balkaniser. Voilà pourquoi Nanga vous dit que la guerre est terminée. Ils ont commencé à utiliser les discours du fédéralisme. J'ai vu les gens reprendre des techniques. Comme on est presque idiot, on prend les discours sans même vérifier. Mais ici, ce n'est pas Nanga qui a fait l'analyse. Selon ces chercheurs américano-russes, en quelque sorte, lui, il dit, il y a une étude faite qui a été publiée par
par Reuters pour dire que Trump accepterait, va accepter, au conditionnel, hein, pour accepter un fédéralisme. Mais ce n'est pas un fédéralisme, c'est pour aller jusqu'à ce qu'on balkanise le Congo. Et je vous ai parlé ici de sphère d'influence. Dans la situation actuelle, l'Amérique est en train de construire sa sphère d'influence. La Chine, même, concernant le Congo. L'Union européenne et les globalistes sont perdus. Parce que quand on dit l'Amérique, vous avez les services de renseignement, vous avez l'armée. Quand on parle de la Chine, ce sont des États. Quand vous parlez de la Chine, vous avez les services de renseignement, vous avez l'armée. Ce sont des grandes puissances. L'Union européenne n'a pas une armée. Il n'a rien. C'est eux, avec les globalistes, qui entretiennent. Ils veulent créer leur sphère d'influence à travers les pays des Grands Lacs avec, comment on appelle ici, EAC, hein, Est Communauté Africaine. Ça, c'est la sphère d'influence des globalistes. Mais ils veulent détacher une partie du Congo. Voilà pourquoi ça pose problème. Mais actuellement, je pense que l'Amérique a besoin d'un Congo stable et fort, transparent, bien gouverné, pour que la Chine ne puisse pas avoir le contrôle des mineurs stratégiques. Parce que là où il y a la corruption, il y a des désordres, ça profite à la Chine et à l'Union européenne. Donc, pour le moment, je vous ai dit la fois dernière, nous sommes un protectorat américain, mais ouvert sur le reste. Mais les Congolais n'ont pas encore compris. Les Congolais pensent que, grâce à vos dialogues là, vous allez régler le problème. Quand la guerre NAFDEL a commencé, on avait demandé la vie à qui? Quel qu'on avait demandé? Les Américains ont décidé de prendre Kagame et Museveni et d'attaquer le Congo. Pour terminer cette guerre aujourd'hui, qui a déclaré? C'est Trump. Et le Seigneur a dit la guerre est terminée. Trump a récupéré tout. On a amené vite à Washington. Allez, signer. Tout le monde a signé. C'est fini. L'Union européenne est écartée du jeu de l'environnement politique congolais. C'est fini. Ils ne pèsent plus. Les Européens ne pèsent plus, tout comme les globalistes là. Voilà, ils font par tous les moyens pour qu'ils puissent faire traîner les choses, tirer les choses en longueur, en disant peut-être d'ici ce mois de septembre ou bien novembre, il y aura des élections en Amérique. Ils pourraient peut-être, les démocrates seront de retour, ils pourront faire en sorte que Trump ne puisse pas réaliser son projet sur le Congo, tout comme Félix aussi ne puisse pas réaliser son projet sur le Congo. 2028, je pense en Amérique c'est 2029 ou bien 2027, tous vont partir, nous revenons à l'ancien système. Mais c'est que beaucoup de globalistes, beaucoup d'Européens, beaucoup d'hommes d'affaires, de Boisson, des autres ne comprennent pas. Nous sommes entrés dans une autre ère où ceux qui vont demain tenir en tant qu'État, en tant que puissance, ils doivent maîtriser la nouvelle technologie, les technologies et l'innovation. C'est ça des instruments d'enrichissement. Les histoires, vous allez faire des guerres, avoir depuis le pétrole, avoir des mines, pour vous-même là, c'est fini. Donc, Trump a compris, il faut s'adapter. Tu vois, par exemple, il est toujours avec les gens qui sont dans l'informatique, réseaux sociaux, les Facebook, tous ces grands-là. Mais il n'est pas avec les vendeurs du pétrole. Hein. Donc, nous sommes dans une autre ère. Donc, c'est les nouvelles technologies, l'innovation, qui sera comme, comment dirais-je, qui va donner une puissance à des États. Et dans l'avenir, dans les projections, il n'y aura que des États. L'Amérique et la Chine. Ils vont s'affronter sur le contrôle de l'intelligence artificielle. Ceux qui vont maîtriser l'intelligence artificielle de demain, c'est l'Amérique et la Chine, ceux qui vont dominer le monde. Là où peut-être on va, mais les gens qui pensent qu'il faut encore faire des guerres, piller, tricher, corrompre les Congos, c'est pour un temps. Donc, ils résistent tout simplement au changement. Vous aviez aussi dit, au cours de nos anciennes émissions, l'émission passée, que la guerre est finie, puisque Trump est venu à signer cet accord avec le Congo, la guerre est finie. Vous l'aviez également dit. Si, lui-même l'a dit. Lui-même l'a dit. Oui, la guerre est finie. Mais donc, Nanga aussi a dit la guerre est finie. Est-ce qu'il y a une différence? Nanga, c'est qui? Vous voyez? Nanga, c'est qui? Nanga n'est qu'un petit négrier qui est utilisé par Kagame avec les globalistes qui veulent tuer le Congo et voler. D'abord, il est parti en opposition, pourquoi?
Il vous dit que parce que Félix Saravit, c'est carré minier. Il a dit, non? Il n'a aucune conviction politique. Nanga ne travaille pas pour le Congo. C'est que les gens doivent comprendre. Nanga, AFC, tout comme, comment vous appelez ici, M23, les Rwandais, travaillent dans une vision de balkanisation en douceur du Congo. Ceux qui pensent qu'ils vont aller à Luanda régler cette crise par des négociations se trompent. Ou bien ils sont naïfs. S'ils ne sont pas naïfs, ils sont complices. Donc la guerre, c'est... Je te dis que ça va terminer par la guerre. Faire la paix par la force. On respecte les hommes forts, pas les hommes faibles. On sait comment la guerre commence, on ne sait pas quand elle termine. On va la gagner. Qu'est-ce qui vous donne cette certitude? D'abord, nous sommes trop riches. On a toutes les richesses du monde. Nous sommes très grands. Nous sommes au cœur d'Afrique. Nous avons ce qu'on peut appeler la profondeur stratégique. Nous avons la population. Nous pouvons faire ça pendant même 20 ans. Les Rwandais n'ont que 10 millions d'habitants. Ils peuvent avoir des mercenaires. Ils ne vont pas tenir. Donc Kagame ne va pas sacrifier toute la population rwandaise si on entre en guerre. Il finira par partir. Pour le moment, je pense qu'on a mis la croix sur lui. C'est que les Congolais, ici, qui ne comprennent pas. Le temps de Kagame, c'est fini. Tu vois, il commence à parler. C'est quand Trump a dit au président Tshisekedi, levez-vous, président, un homme courageux, il s'est battu. Quel message il donne à tous ses opposants ici? C'est terminé les aventures. Au moins, Tshisekedi est sérieux. Vous, on ne croit pas en vous. Vous travaillez pour les intérêts étrangers. Au moins, Félix travaille pour le compte des intérêts du peuple. C'est la lecture qu'il faut faire. Et de comprendre, il faut vite changer. Parce qu'on ne peut pas laisser ces pays trop riches s'effondrer. C'est que nous ne comprenons pas. Nous ne sommes pas rendus compte de l'importance du pays. Effectivement, la plupart des gens qui font la politique sont des mercenaires. Ce sont de véritables Congolais, ce qu'on dit, des Congolais de père et de mère. Congolais patriotes, je ne pense pas qu'ils peuvent trahir le Congo. L'exemple est là, les Wazalendo se battent. Quelquefois sans armes, hein, pour les propres terres. Hein. Ce sera difficile. Donc, il faut seulement dire aux gens, nous sommes dans un processus historique d'une guerre de libération. Il faut se préparer. On pourra avoir un équilibre, c'est une hypothèse, vers les années 2030, quand il y aura équilibre de puissance. Quand la Chine, l'Amérique et la Russie vont se mettre d'accord sur les normes et les règles. Et ça va déboucher sur une nouvelle architecture mondiale ou bien internationale. Donc ça sera la fin de l'ONU, la fin des autres. Il y aura une nouvelle structure qui va émerger. Mais ce qui est positif, la Chine qui est une grande économie, une puissance économique, qui a maîtrisé les technologies, n'a pas une vision hégémonique. C'est la chance que nous avons. La Chine vous dit, dans leur vision, dans leur gouvernance, il faut travailler avec tout le monde. Mais si vous êtes naïf, on va vous rouler dans la farine. Donc c'est chacun aujourd'hui. Il faut que les Africains comprennent, les Congolais prennent conscience. C'est une opportunité pour nous. C'est une chance. Si nous sommes intelligents, stratèges, c'est le moment de faire appel à toutes les intelligences congolaises, ceux qui aiment ce pays, de réfléchir, le monde de demain sera comment? Qu'est-ce qu'on pourra faire face à la Chine, face à l'Amérique, face à la Russie, face aussi aux globalistes qui entretiennent cette guerre d'usure, pensant recoloniser l'Afrique. Monsieur Félix, nous sommes en 2026. Ouais. À quel moment pensez-vous que ces gens vont quitter totalement l'Est du pays? Non, c'est quand le Rwanda, tout ça. Jusqu'à présent, nous sommes dans des déclarations. Je vois les gens qui font des déclarations à la télévision. Ça ne suffit pas. C'est le moment de passer aux actions. Les rapports de force se construisent sur le terrain. Ça signifie quoi? On décide de faire une armée. Nous prenons les meilleurs d'entre nous, des militaires. On les forme sur le plan aussi idéologique. On leur dit, allez défendre la patrie. Je vous dis, et moi je suis sûr, dans 6 mois, les Rwandais et l'Ouganda seront hors d'état de nuire. Et pour vous dire aussi, comme les Rwandais, c'est un petit pays pauvre, enclavé, dans la nouvelle configuration du monde, les Rwandais ne vont pas exister comme un État. C'est fini. Ah bon? Oui. Expliquez-vous. Est-ce qu'avant la conférence de Berlin, l'État rwandais existait? Est-ce que l'État rwandais existait avant la conférence de Berlin? Non, mais la République démocratique n'existait pas non plus. Le Congo existait.
Le royaume Congo existait. Le royaume Congo. Réalisé. Oui, le royaume Congo existait. Ah. Mais Les Rwandais n'existaient même pas. C'est l'Allemagne, dans le cas de partage, les zones d'influence, qu'on a créé les Rwandais. Et quand l'Allemagne a perdu la guerre, c'est ainsi qu'on a annexé le Congo, les Rwandais, les Burundi, le Congo. C'est comme ça qu'on a disait Congo, Rwanda, Congo, Rwanda, Burundi. Nous, on a eu l'indépendance en 60. Les Rwandais et le Burundi, c'est pas en 60, 61, mais 62. Ce sont des petits pays qui ne peuvent pas vivre parce qu'ils n'ont rien. Ils ont été créés donc pour la zone d'influence allemande. Aujourd'hui, l'Allemagne n'est plus forte, n'a pas de zone d'influence ici. Automatiquement, ils disparaissent. Qui sera derrière eux? Automatiquement, ils disparaissent. Mais il y a également cette... vous êtes journaliste, M. Fodi, une petite question aussi par rapport à ça. Il y a la dame ici, la journaliste Ariana, oui, Vera. Ouais. Qui essuie beaucoup de critiques de la part des Rwandais. C'est normal. Vous savez, ce qui est frappant, c'est de voir que d'autres personnes ont de la compassion pour le peuple congolais. Les élites congolaises n'ont pas cette compassion-là. Ça, il faut aller dans l'histoire. Ce qui est frappant, il faut quand même qu'on s'interroge. Celui qui a dénoncé Léopold II, quand il y a eu le massacre, donc le génocide contre pour le caoutchouc rouge, qui a dénoncé? C'était Edmond Morel, un journaliste français, donc d'origine française, mais c'est un Britannique. C'est lui qui est parti en guerre contre Léopold II. Léopold II avait mis beaucoup d'argent, comme Kagame le fait aujourd'hui. Il y avait beaucoup de lobbies en Amérique, donc on le présentait comme un philanthrope. C'est quand les chercheurs, les intellectuels journalistes, avec le soutien de Edmond Morel, ils ont fait la campagne en Angleterre, en Amérique. C'est ainsi qu'on a confisqué le Congo pour annexer la Belgique. L'État indépendant du Congo au Congo belge. Actuellement, vous avez Charles Onana, qui n'est pas congolais, qui a écrit Holocauste au Congo. On a fait le tour aussi avec lui. Holocauste qui est aussi attaqué en justice. Par qui? Les Rwandais. Je vais t'expliquer. Parce qu'il nie les génocides, selon eux. Non, ça c'était le premier procès. Premier procès. Maintenant, il y a le deuxième procès qui est en phase, c'est contre Holocauste au Congo. Pourquoi? Ça c'est pour avant d'arriver chez Arena. Pourquoi on attaque Onana? Onana a dit toute la vérité. On ne sait pas l'attaquer, on ne sait pas démontrer, de construire sa vérité sur le plan scientifique. Qu'est-ce qu'on fait? On passe par la justice. Il faut créer des manœuvres pour les discréditer dans le monde occidental. Mais ça ne remet pas en question la vérité. Rihanna, Ariana Vera. Ariana Vera est d'origine angolaise. Cette dame, depuis Biden, il parlait à Biden, c'est pas normal, on tue les Congolais par les Rwandais. Rien. Trump entre la Maison Blanche, la dame reprend les flambeaux de défense de la population congolaise. Rihanna défend les gens qui sont tués. Et qu'est-ce qu'il a dit? Je vais aller sur place. Tu as vu les images? Est-ce que tu as vu les reportages d'Ariana? C'est ça le problème. On l'accuse de les Rwandais. J'ai dit ceci, est-ce qu'on a vu ce qu'elle a fait? Elle a publié son reportage, elle a eu une interview avec le président burundais. Oui. On l'accuse de quoi? On l'accuse de manque d'objectivité. Parce que est-ce qu'au Rwanda, il y a des journalistes au Rwanda? Vous voyez le problème? Les Congolais sont très faibles. Dites-moi, toi tu es Congolais ici, les Rwandais à côté. Donne-moi un nom d'un journaliste rwandais. Tu connais? Comment est-ce que chez eux, il n'y a même pas de journalistes? Ils vont demander à Rihanna qui a fait une enquête, qui est partie, un reportage sur le terrain. Vous demandez quelle objectivité? Ils ont sorti une image où elle tenait le micro de la RTNC. Vous dire où est le problème? Elle est plutôt en train de défendre les intérêts du Congo au lieu d'être... Non, mon cher ami. D'être journaliste, c'est le Rwandais. Oui, est-ce qu'au Rwanda, il y a des intellectuels? Je te pose la question, donne-moi les noms d'un intellectuel rwandais, donne-moi les noms d'un journaliste rwandais, même d'un écrivain rwandais que tu connais. Ce sont des bourriques. Voilà pourquoi les Congolais doivent être fiers. Nous, on a des intellectuels ici.
Malgré ce qui se passe, ces gens peuvent insulter Félix Tshisekedi ici. Ils sont libres. Hein? À Kigali. Le drame, c'est nous. Nous reprenons les discours des petits Rwandais, là, qui n'ont même pas de niveau. C'est la faiblesse, notre élite est très faible. L'élite est très faible ici. Il n'y a pas d'intellectuels, malheureusement. Et beaucoup ont été recrutés par Kagame. On leur a donné des postes. Et généralement, ils sont dans des postes stratégiques. C'est ainsi qu'il y a un silence à Kinshasa. Voilà pourquoi Ariana est parti sur place. Normalement, c'est le travail de la RTNC. Ce n'est pas le gouvernement qui décide. On dit en tant que presse nationale, on descend sur le terrain, on fait reportage, on va les faire passer à la télévision. C'est le travail des médias publics. Mais rien ne le fait. Les Rwandais se permettent le luxe de critiquer. Et je vois les Congolais qui les prennent ça. Mais il y a un problème chez nous quand même. Hein? Il faut être fier de vous-même. Les problèmes qui se posent chez les Congolais, les gens sont complexés, ils ne sont pas fiers d'eux-mêmes. Il faut contrôler, il faut créer chez les Congolais la fierté. Ça manque. Hein? La fierté manque chez les Congolais, avec tout ce qu'on a comme antivaleurs, corruption, détournement, manque de loyauté, trahison. Qui trahissent? Ça pose problème. Qui trahissent? Les proches. Tu connais Ibalanki? Les proches du président. Non, Ibalanki. Non, il faut être précis. Tu connais Ibalanki, non? Il était où? Aujourd'hui, il est où? Ça signifie quoi? Depuis l'arrivée de l'AFDEL ici, on nous a infiltrés. Il y a ce qu'on appelle les cellules dormantes. Ils sont nombreux. Hein? La liste est là. Ibalanki, maintenant, il est parti avec l'AFC, donc il est avec les Rwandais. Les autres qui se cachent là, c'est pas des nichés. Attendez. Le vieux, le président, donc le vieux Tshisekedi, le papa Étienne, disait ce qu'on appelle les balles de chauve. Ça signifie que nous sommes là, on se dit non, on a tous des cheveux. Mais quand ça prend du temps, on se rend compte qu'il y avait quand même des gens qui sont... on se rend compte que les cheveux commencent à pousser, alors que tout le monde avait rasé la tête. Ça signifie qu'avec le temps, la vérité commence à sortir. Tous les traîtres sortiront. Ne t'en fais pas. Ça fait partie de l'histoire des peuples. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas nous donner une date exacte ou une année où cette partie peut être totalement... Non, moi je donne... D'après les analyses, justement... Je te dis que la fin de l'année, on va libérer Bukavu, on va libérer Bunaganda, on va libérer Goma. La fin de l'année. Fin 2026. Oui. Et retenez ce que je vous dis là. Toute la partie est, ou bien on va chasser tous ces bandits, les Rwandais, les Ougandais qui occupent le Congo. Fin de l'année. Retenez ce que je vous dis. D'accord. Nous retenons avec nos téléspectateurs. Je pense que cette vidéo va être republiée. Nous allons vous rappeler, à la fin de l'année, nous aurons certainement une émission. Il n'y a pas de problème. Que Dieu nous prête vie. Exact. Afin qu'on voit fin 2026 et que nous puissions vous reposer la question, M. Freddy. On espère vraiment que la paix va revenir, comme vous le dites. C'est parce que j'ai confiance en l'histoire. C'est quand on lit l'histoire, on sait comment ça va terminer. Monsieur Freddy Mulumba, permettez qu'on termine avec cette question sur la francophonie. Exact. La francophonie, il y a Madame Louise Mushikiwabo, qui est rwandaise, qui a été secrétaire générale. Non, il est anglophone rwandaise. Anglophone. Il faut préciser, oui. Anglophone rwandaise. Il n'est pas francophone. Elle est voilà, rwandaise. Mais est-ce que nous, les Congolais, est-ce que le fait d'occuper ce poste, cette fonction de secrétaire général peut être déterminant aussi pour nous? Non, ça ne nous intéresse plus. Je pense que c'est par courtoisie, on peut prendre, mais ça ne nous intéresse plus. Ça ne veut rien apporter. Nous sommes entrés dans une nouvelle ère. Il y a 3 grandes puissances qui vont essayer un peu de se partager les sphères d'influence. La Chine, l'Amérique et la Russie. La Russie. Mais la France n'existe pas. Mais ça peut rester sur le plan culturel, mais ça ne nous apporte rien. Ça peut, comme nous parlons français, on peut parler, utiliser la langue. Mais sur le plan diplomatique, c'est rien. Mais par courtoisie, on peut prendre. Mais je ne pense pas que même le président croit en ça, il ne croit pas. Parce que le moment où la francophonie devrait nous aider, regarde, en 2008, moi j'étais dans l'entourage de Abdou Diouf. Dans chaque sommet de la francophonie, on partait avec un ami sénégalais, Abdoulaye. Lui, il était du journal Le Soleil. Moi, j'étais le Potentiel.
Donc on a fait Bucarest, ils sont partis au Sénégal, je pense quel pays, nous étions au Canada, à peu près 5 pays, et au Congo aussi. En 2 minutes, nous sommes au Canada, on nous demande d'écrire un article, des articles sur l'apport de la francophonie. Non, moi je fais un article, d'une manière naïve, j'ai dit non, nous sommes un pays francophone, nous sommes en conflit avec le Rwanda qui est anglophone. Il faut que la francophonie nous aide. L'article d'un ami sénégalais est sorti dans le Soleil, dans le journal Le Soleil de Québec. Oui, c'est le journal Le Soleil de Québec. Moi, ça n'a pas été publié, un papier. Hein. Par contre, c'est sorti après sur leur site. C'est quand je quitte Québec, je descends 2008, hein, je descends à Paris. C'est là où je rencontre Bertin Mampaka, je pense qu'il est aussi sénateur ou bien député comme ça en Belgique. Et c'est lui qui me dira qu'il y a des cartes qui circulent ici. On veut couper le Congo en morceaux. Et quand je suis rentré à Kinshasa, j'ai vu Modeste Mutinga. Il lui expliquait, comme j'étais le patron, lui était parti en politique, moi c'est moi qui gérais les potentiels. C'est comme ça qu'on a commencé avec les débats sur la balkanisation. Ça a commencé comme ça, en 2009. Donc, il faut dire que pour le moment, on n'a pas besoin de la francophonie. Mais comme on utilise la langue française, on peut toutefois en parler, mais sur le plan stratégique, ça ne nous apporte rien, rien du tout. Merci beaucoup, M. Freddy Moulumba, d'avoir été de nôtre dans cette émission d'Entre les lignes de fin de semaine. En tout cas, nous vous disons merci. Je vous en prie, Dan. On a dépassé presque le temps prévu, 45 minutes, déjà plus de 50 minutes déjà. Bon, c'est pour le bonheur de nos téléspectateurs. Le Congo a besoin de ça, de suivre aussi ce genre d'émission. Alors, je vous dis au revoir, portez-vous bien et bonne suite de programme.